tous, c'est Mélie sans Mélo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation des lectures que j'ai fait entre le mois de la fantaisie et le Sweetie Gourmet Challenge. Il y en a quand même quelques-unes et je ne sais pas par laquelle commencer. Voilà, c'est toujours la même chose. Alors, en fait celle-ci je l'ai lue pendant le mois de la fantaisie je crois. Je sais plus, mais je ne me souviens pas vous en avoir parlé, donc du coup je reviens avec. Il s'agit des Artilleuses, le tome 2, donc de Pierre Pével et le dessinateur c'est Willem je crois. Alors c'est une petite enquête qui se déroule dans le Paris des merveilles imaginé par Pierre Pével. Les dessins sont très chouettes, les couleurs sont très sympas. Après je lui fais un peu le même reproche qu'au tome 1, à savoir que c'est très très court. C'est vraiment super court, après c'est de la BD je pense hein, pour vraiment plus jeune. Mais c'était quand même très très sympa et plein d'actions sur la fin, gros boom, tout ça. Donc voilà, j'ai passé un très très bon moment et j'attends la suite puisqu'il me semble, c'est ça, il me semble que c'est une trilogie. Restons sur les graphiques puisque je vais vous parler du Cœur des femmes de Aude Mermilliod qui est l'adaptation sous forme graphique de, du Cœur des femmes de Martin Winkler. C'est un roman que j'ai lu il y a plus de 10 ans maintenant, j'avais pas du tout l'âge pour le lire très clairement. Ma grand-mère était un peu surprise quand je lui ai dit que je lui avais piqué dans sa bibliothèque. Pour autant je suis très très heureuse de l'avoir lu parce que sans me souvenir exactement de tous les sujets qui étaient abordés, je sais que ça m'a vraiment beaucoup marqué et donc c'est avec très grand plaisir que j'ai retrouvé ces sujets sous un autre format qui est quand même plus rapide à lire. Et donc tout simplement on y parle de on y parle de beaucoup de choses, mais on parle surtout de, on va dire de médecine bienveillance, de médecine à l'écoute de la femme, de chirurgie réparatrice la plupart du temps et de questions de genre en fait. Donc c'est très vaste et c'est en même temps très focalisé sur le service gynécologique d'un hôpital. Je ne peux que vous engager à lire le livre si vous ne l'avez pas fait et si vous préférez le format du coup graphique, à vous plonger dans cette adaptation qui, de mes souvenirs en tout cas, est vraiment très très bonne. Donc ne pas hésiter, les dessins sont très sympas, non franchement tout est très très chouette. Je viens de voir passer une planche que j'ai envie de vous montrer puisque je la trouve très belle. Pour vous donner un exemple de planche, je les trouve vraiment sublimes. Alors il y en a avec du texte, hein, promis. Là en l'occurrence il n'y en a pas. Après peut-être ce qui est un peu moins abordé je trouve, ou qui se voit moins parce que ça va plus vite dans la BD, c'est l'évolution du personnage de Jean, donc qui est une jeune interne qui doit finir son internat et qui se retrouve affectée à un service dans lequel elle n'avait vraiment pas envie d'aller. Qui y va avec toute la mauvaise volonté du monde et toutes ses idées préconçues et tout son apprentissage et son ton très très docte, et qui va finir par apprendre énormément de choses et peut-être même y rester, qui sait. Donc voilà, pas la peine d'en parler plus, je pense que oui, Mélo vous a déjà fait une vidéo sur ce roman, enfin sur ce roman, sur cette sur le roman c'est possible, et sur la BD c'est sûr puisque c'est une de ces dernières, donc je vous la mettrai en barre d'infos, n'hésitez pas à y aller. Ensuite j'ai lu, je me suis bougé les fesses et je me suis dit il est temps de lire Couleur de l'incendie de Pierre Lemaitre. C'est le tome 2 de Au revoir là-haut que j'avais lu avant de partir en Irlande, donc ça va faire maintenant 2 ans je crois, peut-être même 3 ans que je l'ai lu, et j'avais passé un très 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 bon moment. Alors Pierre Lemaitre il écrit aussi je crois du thriller, je suis pas trop sûre, mais moi je l'avais adoré dans Au revoir là-haut parce qu'il a une plume tellement particulière, qui a un petit côté presque drôle, presque léger, alors on parle de sujets extrêmement durs. Dans Au revoir là-haut, de mémoire, on suit deux gueules cassées, en fait l'histoire de deux gueules cassées qui sortent de ce champ de bataille qui a été la fin de la Première Guerre mondiale, donc en 1918, et on voit la lutte que ça a été pour juste pour exister, pour survivre, parce qu'ils sont abandonnés par tous et ils doivent trouver un moyen pour survivre. Donc voilà, si vous n'avez pas commencé, parce que c'est une trilogie, si vous ne l'avez pas commencé, moi vraiment je vous le conseille, c'est comme une fresque historique, mais en même temps tellement bien raconté, ça se lit tout seul. Et alors je me souviens plus exactement du premier tome si j'avais ri, mais en tout cas je sais qu'il m'a beaucoup marqué. J'essaierai de vous retrouver la vidéo et de vous la mettre en barre d'infos. Et alors celui-ci, ça se passe dans l'entre-deux-guerres en 1927, et on va assister aux obsèques d'un des personnages qu'on voyait dans le premier tome, Marcel Péricourt, et donc sa fille Madeleine va reprendre l'empire financier
Sauf que le jour même de l'enterrement, son fils Paul, 7 ans, va commettre quelque chose d'absolument tragique, hein, c'est ce qui est dit derrière, qui va entraîner la chute de Madeleine Péricourt et donc de tout l'empire familial. Et j'ai trouvé ça, encore une fois, incroyable. C'est vraiment quelque chose c'est quelque chose de complètement inarrêtable en fait. On voit la chute comme si Madeleine déboulait d'une pente enneigée et ça roule, ça roule, ça roule et il n'y a rien pour l'arrêter. Et une fois qu'elle touche le fond, une fois qu'elle est au bout, et bah il y a une remontée stupéfiante. Il y a des passages que j'ai trouvé très durs. Donc voilà, je le conseille toutefois parce que j'ai passé vraiment un super moment. Il y a des moments où j'avais le sourire aux lèvres, encore une fois il y a des expressions qui sont très bien trouvées. Je l'ai trouvé moins spécial celui-ci en termes de plume que le premier, c'est-à-dire la plume est toujours aussi bien, mais dans le premier il y avait un petit aspect sur un des personnages en tout cas. Comme il agissait en même temps qu'il réfléchissait, en fait les phases d'action dans la narration étaient entrecoupées de pensées, ce qui était assez particulier. Ici c'est un peu moins le cas de mémoire. C'est intéressant aussi au niveau historique parce qu'on sent que c'est bien documenté. Sur la partie, il y a la crise de 1929 qui arrive aussi. Voilà, beaucoup de complots, quelques trahisons. Et puis sur la fin il y a la montée en puissance du Reich. Le troisième tome c'est Miroir de nos peines qui est sorti en poche il n'y a pas si longtemps, je le lirai, voilà. Celui-ci c'est un emprunt d'ailleurs, faut pas que je le range dans ma bibliothèque, faut que je le rende, mais je sais que je lirai le troisième tome, alors je sais pas quand, peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, mais ce sera avec très grand plaisir. On va entrecouper ce point lecture avec une lecture qui m'a, je pense, ouais, c'est celle qui m'a le moins plu de tous, et il s'agit de Grandir un peu de Julien Rampin. J'en avais vu de très bons avis sur Instagram. Je ne connaissais pas Julien Rampin, pour info, je préfère le rappeler. Moi, je savais pas du tout qui c'était, je ne le suis pas d'ailleurs sur les réseaux, donc vraiment j'y vais comme ça complètement sans a priori. Et j'ai été déçue, j'ai été très déçue par la plume en fait, que j'ai pas du tout accroché à cette plume. Alors ce que j'ai pas aimé dans la plume c'est notamment le fait qu'elle soit très hachée, vous savez à quel point j'ai du mal avec ça. Je pense que je reviendrai là-dessus quand je vous parlerai de ma lecture du dernier Virginie Grimaldi. J'essaierai d'y penser à ce moment là, puisqu'on m'a fait remonter qu'effectivement la plume n'était pas si exceptionnelle que ça chez Virginie Grimaldi. Promis, on en discutera. Du coup ici j'ai trouvé que la plume était beaucoup trop hachée pour créer de l'émotion, c'est à dire que moi pour créer de l'émotion j'ai besoin d'être un peu portée, et si je suis stoppée par un point à chaque fois qu'on me dit un truc, ça marche plus du tout. Ça peut marcher sur les moments vraiment impactants, mais si c'est comme ça tout le temps, moi je suis pas en fait, ça me va pas du tout. Et en fait cette plume très hachée, à cela on ajoute des expressions un peu grandiloquentes qui font too much. Il y en a une par exemple, je l'ai notée parce que c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Elle était devenue une femme seule, une femme forte à une époque où cela n'existait pas. Elle s'était inventé un modèle, celui que lui dictait son cœur. Waouh, hé oh, ça va, on se calme. En fait, il y a deux choses qui me gênent dans cette phrase. Déjà, le fait qu'il y a un point tous les 3 mots. Ensuite, le fait que, non, à mon avis, à l'époque, parce que là, ça doit se passer, allez, admettons, ça se passe dans les années 2015-2020. La mamie, je crois, elle a 80 ans max. Donc, du coup, quand elle était une femme d'une vingtaine d'années, on était déjà dans les années 50-60, quoi. Je suis désolée, mais on ne peut pas dire qu'à cette époque, les femmes fortes n'existaient pas. C'est pas possible, alors que juste sur la période d'avant il y a eu les suffragettes, il y a eu le droit de vote, enfin non, c'est pas possible de dire ça à un moment où les femmes fortes n'existaient pas, non, je ne suis pas d'accord, voilà. Et ensuite le fait que ce soit un peu grandiloquent, ce que lui dictait son cœur, tout ça, enfin ça faisait beaucoup trop pour moi en fait. Ensuite par rapport au reste, donc on va suivre l'histoire de, j'ai oublié son nom, Jeanne. Jeanne qui, après des déboires dans sa vie conjugale, décide de s'exiler et se réfugie chez une vieille dame dont j'ai aussi oublié le nom, Raymonde, qui vit avec son petit-fils Lucas, et donc qui a besoin d'un coup de main en fait pour conduire, l'emmener faire ses courses, tout ça. Jeanne se présente pour le poste, Raymonde accepte qu'elle soit là, et donc du coup naît comme ça une amitié entre les 3 protagonistes, enfin entre du coup Lucas et Jeanne Raymonde, que j'ai trouvé très sympa et bien amené, même si je trouve que les personnages sont quand même assez clichés. Ouais, en fait pour moi c'était un peu mal dégrossi, on va dire. Jeanne c'est la fille qui... la fille mal aimée en fait, toute sa vie elle a été mal aimée, du coup elle se mal aime elle-même.
et elle s'en sort pas. Là elle commence tout juste à guérir avec la présence de Raymond qui est du coup une femme forte indépendante qui a été mère solitaire, qui est un peu un personnage excentrique, un peu foufou. Et puis Lucas c'est un jeune garçon beau comme un dieu, homosexuel, qui a eu beaucoup de problèmes à avancer avec cette partie-là de sa personnalité et à se libérer du regard des autres. Voilà, donc en fait ce que j'ai envie de dire c'est qu'il y a pas grand chose d'exceptionnel. J'ai trouvé ça sympa, les petits côtés un peu souvenirs de la vie de Raymond quand on apprend un peu ce qui lui est arrivé. Je crois qu'à la fin elle écrit une lettre et on découvre un peu plus son histoire. Je pense que mon personnage préféré c'est le personnage de Raymond, mais j'ai pas été touchée autant que j'aurais voulu l'être et c'est dommage. Je pense que les bases sont là, les bases sont bonnes, mais voilà, c'est desservi, pour moi, hein, très personnellement, c'est desservi par la plume qui n'est pas à mon goût et par le fait qu'il y ait quand même quelques clichés. Je comprends que ça ait pu plaire, mais de mon côté j'ai enchaîné avec La commode au tiroir de couleurs, qui est là aussi une histoire de vie, une histoire de famille et qui m'a bouleversée et beaucoup plus touchée que celui-ci. Ensuite je vais vous parler de ma lecture de Alabama 1963, je garde le plus difficile pour la fin en fait. Alabama 1963, donc ça se passe en Alabama, à Birmingham. On retrouve le corps d'une petite fille noire qui a été violée. Mais voilà, comme c'est une petite fille noire, la police ne s'en occupe pas trop et donc ses parents vont faire appel à un détective privé qui très clairement se laisse vivre, il vit dans les détritus. Voilà, détective privé bougon, alcoolique et raciste, il accepte d'enquêter pour le père de la première victime. Et on va suivre Adela Cobb qui est femme de ménage qui perd un de ses emplois puisqu'elle fractionne ses jours de ménage chez plusieurs clientes. Il y en a une d'elles qui la renvoie et donc elle se retrouve par hasard à travailler chez ce détective. Et en fait il va lui demander tout simplement de l'aider à mener l'enquête, comme elle est noire et que du coup lui en tant que blanc ne peut pas accéder aux témoignages et à la population noire des États-Unis dans ces moments-là, dans cette année-là, parce que dans cette année-là c'est vraiment la ségrégation à fond, les attentats du Ku Klux Klan, la colère qui gronde et en même temps ils essaient d'ouvrir des écoles mixtes entre noirs et blancs mais ça fonctionne pas. Il y a aussi l'assassinat de Kennedy, enfin voilà. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est justement la fresque historique qui se peint en arrière-plan, que j'ai trouvé très bien amené au sens où ça prend pas la place de tout le roman, c'est-à-dire qu'on lit pas un roman historique, mais c'est vraiment présent dans toutes les réactions des personnages et j'ai trouvé ça super bien. Ensuite, j'ai adoré le personnage d'Adela Cobb qui est quelqu'un de très volontaire, très intelligent et qui se débat contre le racisme avec un peu le goût de quelque chose de... un peu comme si elle y arriverait jamais. Et ce qui est intéressant c'est de voir du coup la vie de sa fille qui a je sais plus 15-16 ans qui elle a encore et toujours beaucoup plus d'espoir que sa mère et ça, j'ai trouvé ça sympa. Et donc du coup voilà, on va suivre cette enquête au sujet des petites filles qui disparaissent parce que il n'y en a pas qu'une, par ce détective privé Bud Larkin et Adela Cobb. C'est un roman qui se lit très vite, qui est plein de rebondissements, que j'ai beaucoup aimé. Il y a des références notamment à La couleur des sentiments. Je l'ai trouvé drôle et en même temps il y a quand même le côté très lourd du racisme et de la ségrégation. Mais les choses évoluent, les personnages évoluent, notamment Bud Larkin. Son évolution je l'ai trouvé incroyable et je me dis mais c'est ça en fait qui donne espoir et qui donne foi en l'humanité sur plein d'autres sujets et pas que le racisme. Mais voilà, on se rend compte de ce que c'était à l'époque, on voit ce que ça peut être encore maintenant et je me dis voilà, on avance, on est loin d'avoir terminé avec ces questions de racisme, mais on n'est aussi pas au tout début non plus. Je conseille ce roman parce que voilà, sur ce fond historique il y a quand même un polar assez sympa. Alors après moi j'ai pas deviné trop vite le coupable, mais je m'en doutais quand même un peu, je sentais que l'enquête était un peu biaisée. Voilà, donc là-dessus c'était pas non plus une grosse surprise, mais je dirais que pour le reste ça vaut très clairement le coup. Alors après par contre effectivement je trouve qu'il coûte un peu cher pour la quantité de texte. Je ne sais pas s'il existe en poche, mais en tout cas je vous conseille vraiment de l'emprunter ou comme moi de l'acheter d'occasion. J'ai passé un très bon moment. Et le dernier roman dont je vais vous parler, il s'agit de Les chats ne rient pas de Mukai Kosuke. Je vais avoir un peu de mal à vous en parler parce que ça fait longtemps que je... Enfin longtemps. Ça fait une vingtaine de jours je pense que je l'ai lu et
Et sur le moment ça m'a fait beaucoup d'effet au sens où j'ai pas pu vous en parler tout de suite parce que je devais l'absorber, le digérer. Et du coup je vais voir ce qu'il en reste. Dans ce livre on va suivre du coup je dirais 2 personnages principaux, un troisième qui articule tous les autres personnages autour et 2 personnages un peu plus secondaires. Les personnages principaux ce sont Renko, donc c'est une jeune réalisatrice de cinéma féministe, volontaire et voilà, vraiment prometteuse. Le deuxième c'est Ayakawa qui est scénariste, qui est alcoolique et qui est son ex-compagnon. Le personnage qui articule ensemble ces deux-là, c'est Son en fait. Son, c'est le chat qu'ils ont adopté quand ils se sont mis ensemble. Et enfin, on va suivre Miyata, qui est le mari de Renko, le nouveau mari de Renko, et d'autres personnages qui tournent autour de Ayakawa. Comme pour l'été de la sorcière, j'ai trouvé que ce livre avait un côté très intime au sens où, sans pour autant me reconnaître dans certains personnages, ça m'a travaillé en fait. Ça m'a travaillé par rapport à la routine qui peut s'installer dans un couple, les comportements un peu particuliers qui peuvent également s'installer dans un couple, les habitudes, tout un tas de choses en fait qui sont mises en lumière ici puisque ce qui se passe exactement c'est que Son est tombé, Renko a gardé la garde de Son une fois qu'elle s'est séparée de Ayakawa et Son en fait est tombé très malade et il est en train de mourir en fait tout simplement et donc Renko rappelle Ayakawa. Ils s'étaient pas parlé depuis leur rupture et elle lui dit voilà Son après tout c'était ton chat autant que le mien donc si tu veux le voir vas-y. Et en fait à travers les visites de Ayakawa, parce que c'est lui le narrateur, on va suivre toute la relation qu'il a eue avec Renko, la façon dont il l'a rencontré, la façon dont les choses ont évolué, comment ils ont eu du mal parfois à séparer le travail et leur métier et leur vie personnelle. Comment ça finalement s'est emmêlé, comment petit à petit il a essayé de se protéger lui de ça mais sans vraiment y arriver parce que il a je pense un petit côté syndrome de l'imposteur au sens où il était pas mauvais dans ce qu'il faisait mais il était peut-être pas aussi bon que Renko dans ce qu'elle pouvait faire. Il y a des éléments qui ont précipité cette rupture et j'ai trouvé ça vraiment... Je vais pas dire touchant au sens où oui si j'ai pleuré à un moment mais ça a été dur en fait et je pense que vraiment on s'interroge sur notre propre couple, sur les éléments qui comme pour eux peuvent jouer et sur les choses qui peuvent s'installer, les choses un peu néfastes. Ce qui est sympa aussi c'est la construction de ce roman puisque je sais plus à quel moment exactement il en parle mais Ayakawa qui est scénariste parle d'une méthode pour scénariser qui est en fait de découper toujours le scénario en 3 parties. Par exemple pour un couple c'est la passion, l'ennui, la rupture par exemple. Typiquement. Et en fait ce roman, je m'en suis rendu compte seulement en arrivant à la 3e partie, est découpé lui aussi en 3 parties. Et ce que dit Ayakawa, c'est qu'on peut tout diviser en 3 parties, notamment par exemple une journée, donc le matin, le midi, le soir, ou comme ça. Et donc voilà, il y a une construction comme ça, je pense que je le relirai ne serait-ce que pour remettre en place cet aspect 3 parties et vraiment essayer de comprendre les différentes parties. Mais je dirais que la fin c'est vraiment l'idée d'aller de l'avant en fait. Il y a le dernier pont qui disparaît, le dernier pont entre Renko et Ayakawa qui disparaît. Et voilà, c'est la façon d'aller de l'avant, de choisir d'avancer dans sa vie une fois que finalement il a réussi à faire le deuil de son passé et de sa relation avec Renko. Voilà, donc je dirais que ça m'a touchée d'une façon un peu étrange. Je l'ai trouvé moins doux et moins tendre que l'été de la sorcière qui reste absolument excellent. Mais voilà, tout aussi intéressant je dirais dans les émotions et les réflexions qu'il suscite. Et ben voilà, on a fait le tour sur toutes mes lectures du début du mois de juin. Depuis le 21 juin, le Sweetie Gourmet Challenge a commencé. Je ne sais pas exactement encore comment je vais vous parler de mes lectures du Sweetie Gourmet Challenge. Sûrement en vlog, j'ai commencé d'ailleurs un vlog ce samedi ou vendredi, je ne sais plus. Mais c'est possible aussi que je vous fasse des points lecture sur les lectures de mon challenge. Je sais pas trop comment on va s'arranger avec Mélo par rapport à ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez commencé le challenge, par quoi vous avez commencé. Moi j'ai terminé tout à l'heure avant de vous tourner cette vidéo les possibles de Virginie Grimaldi. Donc je vais pouvoir aller rayer une petite ligne sur ma pile à lire. J'espère que vous allez bien, que vous faites de très belles lectures et puis comme d'habitude je vous attends dans les commentaires et je vous souhaite de nouvelles très belles lectures avant notre prochaine vidéo.